Bien, bonjour, merci d'avoir répondu présent à cette conférence autour d'un caractère typographique qui s'appelle le Johannes, dont je vais vous retracer un petit peu la genèse et le développement actuel. Alors pour resituer un petit peu ce travail-là, je fais partie de l'association qui s'appelle l'Espace européen Gutenberg, dont beaucoup de membres sont présents et je leur en remercie. Qui est engagé dans un projet de centre musée vivant autour du livre et qui projetait de travailler sur un dépliant, sur une brochure, et qui ont fait un appel à projet sur ça. C'est François Moissette du studio Rouge Italique qui a remporté cet appel pour travailler sur ce document-là. Il s'avère que François, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a des années de ça, dans un cycle de conférences. Voilà, ça fait un bel écho à aujourd'hui. Et on a lié amitié. Et voilà, quand il a vu qu'il allait travailler pour une association dont je faisais partie, il m'a recontacté et en me disant, tiens, ça serait super intéressant de pouvoir collaborer sur ce projet-là, toi en tant que dessinateur de caractères et moi en tant que concepteur graphique. Voilà, c'est un petit peu le point de départ de ce projet. Donc, une sorte de commande de lettrage, titrage pour cette brochure. Ça, c'était en 2021. Et je vais vous montrer que ce travail-là de titrage a progressivement évolué jusqu'à aujourd'hui, en 2023. Au départ d'un projet comme celui-là, comme n'importe quel début de projet graphique, il faut connaître, on va dire, son client et savoir un petit peu, établir en gros un cahier des charges en fait pour savoir un petit peu où on va. L'EEG, donc l'association, je la connais, je sais qu'elle a un fort ancrage dans le passé, d'où son nom, et voilà une volonté aussi de faire revivre et de travailler autour de l'industrie du livre, des métiers du livre, de l'imprimerie. Et puis elle a aussi ce pendant très contemporain, voilà, de rendre ça vivant, au goût du jour. Et donc il fallait trouver des formes typographiques qui à la fois mêlaient un petit peu ce caractère et cet ancrage historique, et des formes qui pouvaient bien évidemment aussi rendre ça pas vieillissant et donc au goût du jour. Alors au niveau des références typographiques, on est sur Gutenberg, on est donc avant 1500 on connaît beaucoup la B42, hein, une des premières impressions de Gutenberg avec un caractère qui est gothique, une textura. Je voulais pas tomber dans la textura parce que pour le coup c'est vraiment trop ancien et des formes qui sont trop connotées aussi. Mais il y a des expérimentations et des caractères très contemporains qui sont basés sur ces formes un petit peu gothiques. Je pense à l'Algo par exemple de Michel Der, mais il y a le Totally Gothique aussi de Suzanne Alico, qui ont été une de mes références. Je continue sur mes profs d'Estienne, voilà, avec le Francesco de Franck Jalot, qui certes n'est pas une gothique, mais où là on n'est pas sur comme l'Algo sur des formes assez fermes, on est même plutôt sur des formes assez arrondies, assez molles même parfois, mais qui retranscrit particulièrement bien ce que peut être une impression typographique avec ses usures, avec ses défauts d'impression, ses caractères qui se bouchent. Et je trouvais que la référence pouvait être aussi particulièrement intéressante sur un projet autour du domaine de l'imprimé. Pour ce côté très actuel, très contemporain, une des références aussi que j'ai fait mienne, c'est le minuscule de Thomas Huot Marchand, dont j'apprécie particulièrement voilà, les contreformes qui sont très géométriques. Et je me suis dit que ça pouvait à la fois permettre de travailler sur des formes sur des formes peut-être plus actuelles, plus incisives. Donc voilà, on verra après. Je vous montrerai comment j'ai pu inclure ça au sein de ce lettrage.
Référence aussi au caractère de Jérôme Nébuche, que vous avez peut-être rencontré aujourd'hui ou hier, voilà, et en particulier son caractère qui s'appelle Almost, qui est un caractère dit de transition, même une grande famille de caractères transitionnels. Et donc ces caractères qui sont apparus avant 1500, entre des formes gothiques et les premières formes humanistes. Voilà, moi c'est une période que j'aime beaucoup justement dans l'histoire de la typographie. C'est des formes que j'ai eu l'occasion de réfléchir, d'expérimenter et de faire un travail de recherche aussi quand j'étais à Estienne dessus. Donc voilà, en tout cas, si cette période-là vous intéresse, je ne saurais trop vous conseiller le livre qui est disponible justement à la NRT et, et chez Jérôme, parce que vraiment, c'est une Bible et c'est une référence justement sur ces caractères dits de transition ou des proto-romains ou des caractères gothico-antiquois. Dans ce livre-là, en particulier, il y a une référence qui m'a particulièrement sauté aux yeux. C'est le colophon d'un catholicon, c'est-à-dire un gros dictionnaire à destination des religieux, qu'on suppose être de 1460 et qu'on suppose aussi être attribué à Gutenberg. Voilà. C'est pas signé, on sait que Gutenberg ne signait pas. Voilà. Donc on peut imaginer que ce caractère-là est à lui. Et ce qui m'a particulièrement intéressé dans ce document, c'est la diversité des formes. C'est le fait que justement on n'est pas trop sur une gothique et on n'est pas encore complètement dans un caractère humaniste. Il y avait des formes que je trouvais complètement dingues. Je sais pas si on voit, ouais. Le S qui était assez fou, des ligatures que j'avais jamais vues auparavant, des formes de caractères qui sont à la fois un petit peu les mêmes, mais pas tout à fait les mêmes, du fait justement de cette usure et de ce caractère. On en discutait déjà hier avec Jérôme, qui était peut-être déjà beaucoup élimé, et qui en fait un petit peu son charme, des formes un peu rondes, pas d'empattement, donc des choses qui peuvent se retranscrire graphiquement de manière très, très linéaire. Donc voilà, fait beaucoup de points sur le fait que j'ai un peu flashé sur ce document-là. Je vous disais juste avant, j'avais déjà expérimenté un petit peu les caractères transitionnels, en faisant ces expérimentations justement de comment on pouvait basculer d'un caractère romain à un caractère un peu gothique ou inversement, quels sont les hybrides qu'on pouvait faire avec ça. Et ça, je vous parle d'expérimentation qui date d'il y a pratiquement une dizaine d'années. Donc c'était hyper intéressant de renouer un petit peu avec cet amour-là dans ces formes de caractère. On est en juin 2021. Il s'avère que j'ai dans mes bureaux avec moi une stagiaire qui s'appelle Marine Richardier, qui s'intéresse au dessin typographique. Et donc c'est une bonne occasion aussi de travailler à quatre mains sur ce titrage, sur ce caractère de titrage pour l'association. On part sur les mêmes références, on travaille un petit peu chacun de notre côté, on croise un petit peu nos regards sur ce caractère-là. Et voilà, on commence à envoyer à François nos premières expérimentations. Ce qui est assez drôle, c'est que François, c'est un des très très bons amis de Xavier Dupré, le dessinateur de caractères. Et il a envoyé nos prémices, notre travail à Xavier, qui nous a fait un retour. Donc c'était aussi assez gratifiant d'avoir des retours de Xavier Dupré, en particulier sur mon haut, qui ne le satisfaisait pas complètement, mais qui trouvait l'orientation en tout cas de ce titrage plutôt bonne et plutôt intéressante. Voilà, c'était un extrait des échanges que j'ai pu avoir avec Xavier, donc c'était assez satisfaisant. J'ai fait mon fanboy auprès de Xavier, bien sûr. Et donc progressivement, on est arrivé à ce titrage-là.
donc on retrouve un petit peu les formes dont je vous ai parlé, ces ligatures un peu particulières. En particulier, là, on voit le TE, le CE. Des contreformes plutôt géométriques, en référence, comme le minuscule le suggérait tout à l'heure, des formes qui sont à la fois un petit peu rondes dans les terminaisons et assez découpées à la serpe un petit peu sur certains caractères pour redonner un petit peu de vivacité à l'ensemble. Et puis même si je proposais uniquement ce lettrage-là, j'avais commencé un petit peu à regarder comment pouvaient s'organiser d'autres ligatures, des choses que j'avais pu trouver dans mes références et dans le Catholicon en particulier. La brochure est sortie, elle est disponible si vous la souhaitez, avec ce titrage-là. Bien évidemment, on ne s'arrête pas là, sinon ma conférence serait beaucoup trop courte. Et donc voilà, il y a une suite. La suite, elle est arrivée de manière un peu inattendue sur la réalisation d'un objet un peu pédagogique et amusant, typographique, qu'on a réalisé avec Bettina Müller, autour de tampons sur avec un set de caractères majuscule, capital, et une série de chiffres. C'est un set qu'on a voulu réduit et un peu marrant à l'échelle du tampon sur l'expérimentation. Donc volontairement, on avait déjà le E et le G qui étaient faits du lettrage précédent. Donc j'ai continué un petit peu à travailler sur le même principe, avec cette contrainte de la chasse fixe, de caractère dit monochasse, où chaque caractère a la même largeur finalement. Et en reprenant des codes que j'avais commencé à initier sur le E et le G précédent, mais avec la volonté aussi qu'un caractère, quand on le retourne à 90 ou à 180 degrés, puisse donner un autre caractère ou un caractère similaire dans une autre forme. Donc voilà, c'était un petit peu un jeu, mais ça a été l'occasion de poursuivre quelque part un petit peu ce caractère-là d'une autre manière. Et donc ça donne quelque chose comme ça, et c'est pareil, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, vous initier avec ces tampons. Et vu que le travail était quand même bien entamé, on avait un lettrage qui était fait, on avait un set de caractères capital et des chiffres qui étaient dessinés. La discussion a été assez vite au sein de l'association pour pousser un petit peu le développement d'un caractère un peu plus complet au bénéfice de l'association, de sa communication et peut-être plus largement d'outils pédagogiques et oui, c'est ça, et d'enseignement ou de pédagogie autour de la typographie en général. Donc j'ai poursuivi un petit peu ce développement-là, au départ beaucoup sur les bas de case, puisque on avait ce jeu de capital qui était déjà un petit peu formé. En prenant soin justement de retrouver dans les caractères ce qui faisait, je trouve, la reconnaissance un petit peu de ces formes, donc des choses un petit peu étonnantes, des absences, des manques, dans des formes qui sont à la fois particulières mais qui restent lisibles, et retrouver ce bon entre-deux. L'idée d'avoir ces manques-là, alors c'est pas quelque chose qui est simple à faire, c'est quelque chose qui passe juste là sur un caractère comme un dido, juste effacé par exemple, et les déliés. Là, il faut penser un petit peu la forme du caractère dans son entièreté et voir quels éléments on peut retirer tout en gardant une lisibilité et cette reconnaissance quand même du caractère. C'est des choses qui ont déjà été expérimentées, que j'ai eu l'occasion d'échanger avec Jean Alessandrini, qui lui, sur son caractère atome, éclipso et futuriste, avait déjà initié ce travail d'effacement de parties de caractère, alors dans une démarche qui était un peu autre, mais je trouvais que vu qu'on avait eu une bonne discussion avec Jean, c'était intéressant en tout cas de vous le dire ici, que c'est pas quelque chose dont je suis à l'initiative complètement et qui avait déjà été largement expérimenté auparavant. Et cela faisant, sur un temps
dont je me rappelle plus du tout la durée, le caractère a été assez abouti. Voilà, un jeu de capital, un jeu de bas de casse, chiffres, des caractères supplémentaires, ponctuation, de quoi voilà suffisamment d'accentuation pour couvrir une quarantaine de langues latines européennes, voilà, pour avoir un caractère 7 latin standard suffisamment complet. Qui fonctionne. Alors, vous l'avez vu au départ, hein, c'était quelque chose qui était plutôt destiné à du titrage, avec une graisse assez forte. Au final, vu que les points de départ, les références de départ étaient aussi quand même des références de caractères qui sont autour d'un corps 11, entre 11 et 12, voilà, 11-6 dans le cas du catholicon. C'est un caractère qui marche finalement assez bien aussi en texte, en caractère de labeur. Donc là, je ne sais pas si c'est très évident, mais vous devriez pouvoir le voir à d'autres moments. Et donc avec toujours cette volonté d'intégrer tout ce qui faisait la particularité en fait des références que j'avais, et donc avec des ligatures conditionnelles, certains signes alternatifs aussi sur des capitales ou des bas de casse. Qui font un petit peu le charme de cette forme typographique-là, et dans la composition, une vibration particulière entre ces manques et ces ligatures, ça fonctionne assez bien. Voilà, en tout cas, pour cette seconde phase de développement, donc là, plus typographique. Et puis, pareil, chemin faisant, est arrivé des choses prévues initialement et moins prévues par d'autres aspects. Et donc, je vais vous parler un petit peu aussi de ce qui a pu être le développement de ce caractère-là, qui est finalement, on se rend compte aujourd'hui, pas vraiment figé dans le temps. Il y a une version complètement viable, utilisable et tout ça, et puis peut-être des développements futurs qui pourraient avoir lieu, qui sont pas du fait forcément de l'association, mais qui sont plutôt de mon fait à moi, parce que ça devient aussi un objet d'expérimentation, un objet que j'aime manipuler et faire évoluer. Alors, une des premières pistes d'évolution, elle est arrivée un peu par hasard. En juin-juillet 2022, l'année dernière, j'accueillais une autre stagiaire, Clara Feldis, qui avait comme particularité d'être intéressée par la typographie arabe. Et moi, ça fait longtemps que j'ai un livre dans ma bibliothèque, qui est celui-là, qui s'appelle Typographic Matchmaking, qui retranscrit en fait un travail qui a été fait entre des dessinateurs de caractères hollandais, néerlandais, comme Fred Smeyer. Forcément, je les avais notés, mais Peter Bilac, voilà, enfin des grands noms de la typographie néerlandaise, et des dessinateurs ou dessinatrices de caractères arabes, comme Nadine Chahine, par exemple. Pour faire des correspondances entre latin et arabe de grands caractères comme le Phèdre, comme le Sada, etc. Et j'ai toujours trouvé ce livre assez fascinant, de comment on peut croiser finalement deux formes typographiques dont l'histoire est complètement différente, mais comment trouver justement des parallèles dans certaines formes. Voilà, ça peut pas être purement au niveau des proportions, parce que ça marche pas. C'est forcément entre la couleur du caractère, son rythme et d'autres aspects plus formels. Et c'était l'occasion, justement, en accueillant Clara dans mon atelier, de lui mettre le Johannes en main et de lui dire, mais ce serait pas intéressant de travailler un arabe sur le Johannes. Et voilà comment Clara, en fait, par le biais d'échanges, de beaucoup de dessins, de pratiques calligraphiques aussi, de dessins sur gris, elle a abouti à une version, ce qui pourrait être l'arabe du Johannes.
Voilà, ce qui est plutôt super intéressant. Donc voilà, donc c'est pas un travail abouti, mais j'espère que j'aurai l'occasion, peut-être une fois qu'elle aura fini complètement ses formations, de la rappeler pour finir ce travail-là. Ce serait, je pense, très enrichissant pour le caractère. Autre développement, cette fois-ci terminé, que vous avez même pu peut-être, ou j'espère, expérimenter hier et aujourd'hui, c'est le développement d'une série de vignettes typographiques. Voilà, qu'on a imaginé aussi avec Bettina. Donc des vignettes qui peuvent être à la fois pratiques pour un système éditorial, donc de flèches. Voilà, on imagine en légende d'image par exemple, de vignettes forcément autour du livre fermé, du livre ouvert, de la presse typographique, des manicules, voilà, dans différentes directions. Je trouvais marrant aussi de faire des pouces. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup aujourd'hui et que je voulais intégrer. Des cœurs, des cœurs fleuris, des feuilles de vigne, bien sûr. Hein, on est quand même en Alsace, donc il y a de la feuille de vigne, il y a de la tête de houblon, bretzel. Je suis sûr que voilà, notre bon Johannes aurait apprécié, Et bien évidemment la tête de notre cher Gutenberg, en tout cas une interprétation ou caricature de la tête de Gutenberg en version négative et en version positive. Voilà, et puis un caractère en plomb, voilà, avec le G de Gutenberg à son sommet, qu'on a intégré aussi au sein de cette typographie. Voilà. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore. Je peux pousser encore un petit peu le. Donc voilà, les vignettes typographiques, si vous voulez, vous pouvez les expérimenter, les imprimer à l'atelier de l'espace européen Gutenberg tout à l'heure, si vous le souhaitez. Et l'autre développement, il a eu lieu en grande partie cette année. Voilà, sur ma volonté propre, parce que je me suis replongé en fait du fait que je vis à côté de la bibliothèque humaniste. Je me suis replongé dans certains documents. J'ai eu la chance aussi de rencontrer Laurent Nas, qui est conservateur à la BH, à Célestat. J'ai pu voir justement des impressions encore d'un autre Johannes, un Johannes Mantelin, qui a imprimé à Strasbourg dans les années 1460-70, et dont les caractères sont assez proches du catholicon que je vous ai montré et des sources finalement qui ont servi aux Johannes. Quelque chose qui m'avait pas forcément sauté aux yeux dans mes toutes premières recherches, mais qui m'ont sauté aux yeux cette année, c'est tout l'aspect abréviation qu'on a perdu avec le temps, ou que voilà, on a perdu avec l'évolution de la typographie aussi, qui est restée assez longtemps quand même. Mais et je me suis dit que ça pouvait être hyper intéressant en fait aussi d'intégrer au sein du Johannes justement tout ce système d'abréviation, histoire d'appuyer ce côté aussi historique et ressources historiques dans le caractère. Par contre, ce que je voulais, c'est que l'intégration ne soit pas juste formelle, mais qu'elle s'appuie sur une véracité scientifique, historique, bien sûr, et qu'elle s'appuie aussi sur l'intégration propre, on va dire, dans le caractère, et donc que ça passe par un encodage Unicode, voilà, pour que chaque caractère d'abréviation soit compris, échangeable, transmissible. Voilà. Si vous voulez un cours sur l'Unicode, on en parlera peut-être plus tard en off. Mais l'idée, c'est que voilà, ce soit pas juste des caractères qui sont juste là dans la casse, mais que il soit appuyé par le consortium Unicode. Donc ça a été aussi un travail un petit peu de recherche pour comprendre quelles étaient ces abréviations, quels étaient leurs encodages, quelle était la différence aussi. Est-ce qu'il y a des fois, il y a des formes qui sont très proches mais qui n'ont pas forcément le même encodage en fonction de l'époque, des scientifiques qui ont fait la demande à Unicode, etc. Donc voilà. Donc ça c'est un texte avec en haut de l'écran aucune abréviation, en bas de l'écran des abréviations qu'on peut trouver aussi bien voilà, vers le XIIIe siècle jusqu'à des impressions qu'on voit donc
autour de 1500. Donc il y a des choses qui sont assez particulières, des formes qui sont un peu étonnantes. Il y a des formes plus historiques aussi, bien sûr, les S longs, des formes en exposant, des tildes sur certains caractères. Voilà, tout ça, c'est assez anecdotique, mais je trouve ça particulièrement intéressant. Donc vous voyez des exemples de termes et comment les abréviations ont lieu. Bien évidemment, j'ai intégré au sein de la typographie des formulations Unicode, et en passant par certains jeux stylistiques, on peut les automatiser. En fait, voilà, on n'a pas à chercher les caractères. Voilà, automatiquement, les hab ou les tours ou les orum vont directement se transformer dans le bon caractère. Voilà, par le biais de l'OpenType. Voilà, je crois que j'arrive à la fin. Donc si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir.